Nuit mère de Kurt Vonnegut. Merci encore aux éditions Gallmeister de poursuivre la réédition des œuvres de Kurt Vonnegut. On ne dira jamais assez combien il s'agit d'un écrivain majeur, a priori admiré comme tel aux États-Unis, mais probablement un peu trop ignoré en France, où les traductions de ses ouvrages ont été un peu éparpillées n'importe comment, et éventuellement réalisées avec un très regrettable laisser-aller. Encore que pour être franc, je ne suis pas certain que ces nouvelles traductions chez Gallmeister soient vraiment irréprochables. Après les excellents Le Petit Déjeuner des Champions et Dieu vous bénisse Monsieur Rosewater, c'est donc à Nuit mère d'intégrer la collection Totem. Longtemps indisponible en français, il y avait été traduit il y a pas mal de temps déjà sous le titre Nuit noire, le présent roman est le troisième que l'on doit à Vonnegut, ou du moins le troisième à avoir été publié en 1961. À la différence de ses deux prédécesseurs, Le pianiste déchaîné et Les sirènes de Titan, mais aussi des plus célèbres Le berceau du chat et surtout Abattoir 5, qui suivront, et rappelons qu'Abattoir 5 est un des plus grands romans de tous les temps, sans contestation possible, Nuit mère ne relève en rien de la science-fiction. Pour autant, il constitue déjà un morceau non négligeable d'une œuvre en construction, qu'elle louche sur la SF, ou s'assume comme blanche, et qui fait abondamment usage de procédés de métafiction, disons. Avec un univers commun, le héros de Nuit mère fait ainsi une brève apparition dans Abattoir 5, s'il n'a pas l'importance essentielle autant que réjouissante d'un Kilgore Trout, et des techniques d'écriture qui singularisent l'auteur. En fait, c'est probablement un des romans de l'auteur, voire le roman de l'auteur, où la métafiction se trouve tout particulièrement au cœur du propos. Cela repose sur une base assez commune. Vonnegut n'est pas l'auteur, il a édité un manuscrit qu'on lui a fait parvenir, et, deuxième couche, cruciale, le dit manuscrit est une autobiographie. Mais prend au fil des pages une saveur toute caractéristique. Parce que l'auteur a une langue qui lui est propre, déjà imprégnée de cette pseudo-simplicité ou fausse naïveté de façade. Parce que l'auteur est déjà un moraliste habile, un de ceux si rares que l'on est porté à qualifier de moraliste sans que cela soit une critique. Parce que les personnages de Vonnegut sont forcément les meilleurs. Parce que Vonnegut, enfin, déploie un art sensible de la construction à base de fausses digressions, dont je ne suis pas certain qu'il ait beaucoup d'équivalents dans l'histoire de la littérature. Je dirais éventuellement Laurence Sterne, mais sans grande certitude que cela soit véritablement pertinent. Passé un faux paratexte éditorial où Vonnegut est pleinement Vonnegut, le roman devient l'autobiographie d'un certain Howard W. Campbell Jr. Le dit personnage attend, dans une geôle israélienne, son jugement pour crime contre l'humanité. Rappelons que le roman paraît en 1961, l'année même du procès d'Adolf Eichmann, qui avait été enlevé l'année précédente par les services secrets israéliens, comme Campbell ici. Vonnegut, bien sûr, ne dissimule en rien cette inspiration dans l'actualité, aménageant même une brève rencontre entre son héros et le personnage historique. Car Howard W. Campbell Jr. est à l'évidence un criminel nazi de la pire espèce. Propagandiste attitré du régime hitlérien, il a déversé sa bile sur les ondes fascistes, dressant les plus hideux tableaux de la juiverie et compagnie, appuyant dès lors de sa prose incendiaire les plus atroces exactions commises durant la guerre et déjà avant. Mais, forcément, les choses sont un peu plus compliquées que cela. Howard W. Campbell Jr. rédige en effet ici ses mémoires pour expliquer qui il est et ce qu'il a fait. Il ne s'agit pas d'une ultime feinte d'un criminel prétendant contre l'évidence son innocence à l'égard des horreurs qu'on lui reproche. En fait, Campbell a sans doute douloureusement conscience de sa responsabilité. Il ne la nie pas. Il n'en a pas moins des choses à raconter qui peuvent changer la donne ou pas. Il n'est même pas dit que cela importe vraiment. Je suis américain de naissance, nazi de réputation et apatride par inclination. Un portrait brossé en une simple déclaration d'intention, déterminant le contenu de la suite. Car Campbell, américain mais implanté en Allemagne dès avant l'arrivée au pouvoir des nazis, et c'est un pays qu'il aime et dont il apprécie la culture, de rappel au passage peut-être, l'américain Vonnegut était lui-même d'ascendance allemande, ainsi qu'il l'évoque notamment dans Abattoir 5, dès son étonnant sous-titre. Par ailleurs, le titre Nuit mère renvoie au Faust de Goethe, et c'est peu dire qu'il y a du Faust et du Méphistophélès dans ce roman, à ceci près que nous ne sommes probablement jamais bien certains de qui est qui au juste. Campbell, donc, écrivain en puissance, dramaturge tout particulièrement, et d'un talent certain, est un jour approché par un mystérieux personnage du nom de Virtanen, lui offrant de servir son pays, son vrai pays, les États-Unis donc, en assumant une fonction d'agent double dans une Allemagne toujours plus nazie, et déjà tournée vers la guerre quoi que le régime prétende, et les États-Unis tout autant.
Habile communicant, Campbell est incité à faire la démonstration de son talent en jouant le jeu des nazis, plus précisément en devenant, car il en a la faculté, un élément essentiel de l'appareil de propagande coordonné par Joseph Goebbels. L'occasion pour lui d'approcher l'appareil de l'État fasciste et de transmettre, sans qu'il en ait forcément conscience d'ailleurs, des informations cruciales pour les États-Unis bien avant leur intervention dans le second conflit mondial. Campbell refuse tout d'abord, puis il y réfléchit et accepte enfin cette tâche rocambolesque. Un espion, lui. Mais justement, il s'agit donc de faire office d'agent double, ce qui n'est assurément pas sans danger. Son employeur ne le lui cache pas d'ailleurs. Aux yeux de tous, il doit être une ordure authentiquement nazie, condition sine qua non de l'accomplissement de sa mission. Dès lors, il ne saurait véritablement compter sur le soutien des services secrets américains, et quand viendra l'heure des comptes, eh bien, il sera seul. La problématique est très tôt introduite. Notre moraliste adoré, avant de verser dans les fausses platitudes dont il a le secret, nous annonce même que c'est de ses romans peut-être le seul où il est clairement entrevu la morale du propos pendant la rédaction. Pour faire simple, sans son brio, en gros, il s'agit de bien faire attention à ce que l'on prétend être, car on est amené à le devenir véritablement. En effet, que nous croyions ou pas la confession-révélation de Campbell ne change rien au fond du problème. Même en agissant ainsi au profit des alliés à venir, il n'en reste pas moins que Campbell a dû jouer pleinement le rôle de zélé propagandiste du régime nazi. Quand sonne l'heure des comptes, la possibilité qu'il ait pu avoir du bon, voire un rôle stratégiquement essentiel, cède le pas devant sa complicité indéniable dans le génocide des Juifs. Il devrait prétendre être un nazi, ainsi l'est-il devenu. Non, d'ailleurs, qu'il ait jamais cru aux sottises qu'il débitait sur les ondes. Politiquement, au fond, au-delà de cette façade de circonstances, Campbell n'a rien d'un nazi. Absolument rien. Le problème est peut-être qu'il n'a rien de quoi que ce soit de toute façon. Campbell, l'apatride, est tout autant apathique sur le plan politique, ce qui à mains égards, et en sortant du champ très chrétien si ça se trouve, de l'intériorisation des crimes et de l'intention du péché, en fait un criminel de toute façon. Ces paroles, aussi fausses soient-elles, ont eu un impact considérable, et face à ces atrocités, on pourrait probablement considérer que la simple abstention est criminelle. Alors si elle se double de je m'en foutisme, le cas de Campbell étant bien sûr encore aggravé par le sérieux avec lequel il a accompli sa mission. On aurait cependant tort, bien sûr, d'assimiler Campbell à un quelconque monstre froid. Peut-être même n'est-il pas tout à fait nihiliste. À supposer que cela ait eu une quelconque importance. Mais le bonhomme n'est pas sans trait autrement positif, au-delà de sa seule compétence pour la tâche qui lui a été assignée, d'un point de vue technique, disons, avec l'indifférence qui sied à toute technique. Écrivain non dénué de talent, d'une grande culture artistique, porté par un amour dévorant pour sa femme, Helga. Non, je ne suis pas en train de vous faire une énième itération du classique. Oui, il était nazi, mais il aimait les chiens, et le fait est que le bonhomme, et peut-être paradoxalement d'autant plus en raison de son apathie coupable, est plutôt sympathique. Le roman, d'une construction typiquement von Guttienne, saute avec allégresse d'une époque à l'autre, selon un plan complexe mais certainement pas confus. Les mémoires de Campbell passent ainsi sans cesse de l'Allemagne aux États-Unis ou à Israël. Le propagandiste passe autant de temps devant le micro nazi que dans sa prison dans l'État hébreu ou dans son appartement new-yorkais. Inévitablement, on peut supposer que cela n'a absolument rien d'un hasard, car il s'agit au fond d'autant de prisons. Haute politique, vie de famille, création artistique et entretien avec ses geôliers, tout se mêle. Mais le roman accorde une place toute particulière à l'immédiate après-guerre. Le régime nazi tombé, Campbell est inévitablement arrêté et plus ou moins destiné à la potence. Virtanen, devenu sa bonne fée bleue, organise son rapatriement aux États-Unis, en sécurité peut-être, mais sans laver son nom et sans rien dire à qui que ce soit de la nature d'agent double de Campbell. Ce n'était pas un héros de toute façon, et une fois de plus, sa propagande ayant été si efficace, il est responsable dans une certaine mesure de la Shoah. Mais qui pourrait s'intéresser au seul nom de Howard W. Campbell Jr. La guerre est finie. Les Américains lambda, a priori, n'ont pas la moindre raison de se douter de qui il est et de ce qu'il a fait. Et pourtant, oui, cela intéresse du monde. Tout particulièrement l'improbable microcosme rassemblé autour de son petit appartement new-yorkais. Outre l'inévitable médecin juif, rescapé d'Auschwitz et qui ne veut pas en parler aux grandes dames de sa mère qui a une toute autre opinion sur la question, il y a d'autres figures plus pittoresques, dont ce seul ami, forcément sous couverture lui aussi, s'avérant américain en façade, oui, mais soviétique au fond, à moins que lui aussi ne soit devenu ce qu'il prétendait être.
Et surtout, il y a ces gens qui comptent faire de lui un symbole, sans rien savoir de cette éventuelle nature d'agent double. Des nazis américains, personnages extrêmement cocasses à force d'être ridicules, tout en conservant, et ce n'était pas gagné, une certaine humanité, ainsi de cet ardent militant racialiste qu'est le révérend docteur Lionel Jason David Jones, docteur en chirurgie dentaire, docteur en théologie, qui déduit des dentitions des juifs, des noirs, des catholiques et des unitariens une nécessaire infériorité raciale anti-américaine par essence. Ainsi de son compagnon au souffle court, le Vice-Bundesführer Krabtauer, maître à penser de la garde de fer des fils blancs de la Constitution américaine, sans rire. Ainsi, enfin, et très satisfait de son poste paradoxal de larbin, ce Führer noir de Harlem, nazi par soutien à la lutte des Japonais contre la domination blanche, allez comprendre. Louant, sans lui demander son avis, les prouesses rhétoriques de Campbell, ce puissant et si convaincant orateur dont il guettait avec avidité les émissions propagandistes, n'en manquant pas une miette, il le révèle en fin de compte à ceux qui, par conviction ou par désœuvrement, comptent bien confronter l'animateur radio à la justice, celle d'Israël ou celle de leur propre point. Campbell est trop poli et trop apathique pour envoyer bouler ses niais et répugnants partisans, et il est trop fatigué, si ça se trouve, pour suivre les justiciers, authentiques ou pas. Que Virtanen, revenant à propos, lui dessine avec acuité le tableau de ses fréquentations imposées, n'y change rien, même en matière d'amour, figurez-vous, car il se pourrait qu'elle gars lui revienne, ou pas. Finalement, ce sont autant d'épiphénomènes qui ont du coup leur importance paradoxale dans une trajectoire conduisant inévitablement à la mort ou peut-être à l'emprisonnement, à supposer que cela soit mieux ou même simplement différent. Ces confessions ne sont pas une exonération. Campbell ne nie pas son rôle effectif. Sont-elles alors une expiation? Ce n'est pas certain. Dans la présentation du moins, car au fond, malgré toutes ces protestations d'apathie, le nihilisme finalement n'est guère à propos, car ressemblant bien trop à un engagement pour cet homme qui semble s'échiner à ne pas choisir, Campbell sait ce qu'il a fait. Qu'on lui rappelle à multiples reprises qu'il aurait pu avoir une autre vie, et notamment celle d'un écrivain à succès, ce qu'il est en fait sans le savoir, ou même plus exactement sans que personne ne le sache, révélation d'une scène dont je ne dirai pas davantage ici, un artiste appréciable qui n'aurait jamais eu rien à voir avec le nazisme, et pas davantage avec les renseignements américains? Non, cela reste un jeu de l'esprit. L'histoire est là, la faute demeure, et peu importe qu'on ne veuille y voir que l'apparence de la faute, c'est amplement suffisant. Pour Campbell lui-même du moins. Et au fond, a-t-on besoin, tant que ça, de l'avis des autres? Dans une cour de justice, assurément, mais le tribunal intérieur a ses propres règles, pas moins cruelles. La fausse simplicité typique de Von Gutt s'associe ici avec une ironie noire dont il a le secret, qui se montre étonnamment cruel dans son humanité, à moins que ce ne soit l'inverse, ou à supposer qu'il soit vraiment pertinent de différencier les deux. À certains égards, Nuimer annonce le So It Goes d'Abattoir 5, c'est la vie chez nous. Le plus étonnant est peut-être, comme dans ce chef-d'œuvre ultérieur, que la façade de nihilisme autorise néanmoins la peinture de personnages humains, d'une vie intérieure complexe, même sous le plus cocasse des vernis, à la mesure de la complexité d'un monde par essence impitoyable. Et, d'une certaine manière, il y a même de la lumière dans tout cela. Pour autant qu'on ne s'en méprenne pas. Si j'ai aimé la lecture de Nuimer, je ne peux en rien le comparer à la baffe monumentale que m'a collée Abattoir 5. Les deux œuvres sont bien parentes, notamment dans leur dimension de catharsis d'ailleurs, mais Abattoir 5, en impliquant davantage l'auteur, lequel y exorcise enfin le traumatisme de Dresde, bénéficie d'une puissance émotionnelle hors de comparaison. Pour être franc d'ailleurs, Nuimer ne me paraît pas non plus pouvoir rivaliser avec d'autres romans de Von Gutt plus essentiels à mes yeux, tels Le Berceau du chat ou Le Petit Déjeuner des champions. Il est davantage comparable peut-être au regard de l'effet produit à Dieu vous bénisse Monsieur Rosewater. Ma lecture des Sirènes de Titan remonte probablement trop loin pour autoriser une éventuelle comparaison dans ce sens. Par contre, il y a probablement bien plus de Von Gutt dans le présent roman que dans son premier, Le pianiste déchaîné. Nuimer n'est pas un chef-d'œuvre. Ça ne l'empêche pas d'être bien au-dessus du lot, car Von Gutt est grand, pertinent, sensible autant que drôle, capable d'enrober de cocasseries les plus noires des tableaux, à même de susciter chez ses lecteurs une identification inattendue avec ses personnages. J'ai souvent l'impression à lire Von Gutt d'un auteur qui aime ses personnages, habile enfin à insinuer sous une apparence trompeuse de banalité candide les questionnements les plus justes et pertinents d'un authentique moraliste. Sous la singularité perce l'universel, l'omniscience avance déguisée sous les autours du témoignage, et la liberté demeure pourtant d'en faire ce que l'on veut. Dieu vous bénisse, monsieur Von Gutt. Oui, encore une fois.